Christophe Dejour, merci de me recevoir chez vous. En lisant les 2 tomes de votre livre Travail vivant, j'ai repéré peut-être que le travail pouvait être considéré comme faisant violence en soi. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être une violence qui permet l'acquisition de nouvelles habiletés professionnelles. Vous parlez de corps-propriation. Une deuxième chance, dites-vous, après l'enfance, d'accroître les pouvoirs du corps et de s'éprouver soi-même et de jouir de soi. Alors, ma première question, peut-on parler d'une violence à ce niveau-là, peut-être d'une bonne violence, une violence qu'il est souhaitable de rencontrer, de s'y confronter, de la dépasser dans une optique d'émancipation? Bon, votre question est à plusieurs niveaux, c'est comme des tiroirs qu'on tire successivement. Au premier niveau, c'est la définition qu'on se donne de la violence. Dans l'ensemble, pour répondre de façon un peu schématique, je pense qu'il n'y a pas de bonne violence, en tout cas dans le monde du travail, et finalement en psychopathologie, la violence ne produit que assez rarement de bonnes choses. Le problème que ça pose, c'est que ou bien on prend le terme de violence d'une façon très large, comme on a tendance à le faire dans le langage courant, et alors on affadit la notion de violence, tout peut devenir violent, par exemple, il m'a regardé avec un regard violent. Oui, mais là, la violence est une métaphore, parce que c'est pas la violence, justement. Moi, je pense que si on élargit trop et si on assouplit trop la notion, tout devient violent et donc ça ne veut plus rien dire. Si on torture quelqu'un, si on le met dans un camp de concentration, si on lui envoie des décharges électriques, si on le cogne, justement, le problème, c'est que ça modifie, là, en profondeur, les possibilités du fonctionnement psychique, avec des conséquences psychopathologiques particulières. En revanche, tant qu'on est dans le verbal, il y a un espace qui reste ouvert, potentiellement, à la pensée, donc au maniement psychique des affects. Pas toujours. On peut arriver à coincer quelqu'un sans le frapper. Mais justement, là, c'est tout le problème est d'arriver à défaire, à démonter ça, et c'est quand même beaucoup plus facile que ce dont il s'agit lorsqu'on torture quelqu'un. Alors maintenant, la violence dans le monde du travail, elle existe. Il y a des formes de travail qui impliquent non seulement l'exercice de la violence, constitutivement dans le travail, comme par exemple dans l'armée, dans la police, mais il y a aussi des violences qui font partie presque de l'apprentissage. Pour devenir un commando, un membre de commando, ce qu'on appelle un commando, c'est-à-dire un soldat qui appartient à un commando, on va exercer la violence physique contre lui. Mais c'est une situation très exceptionnelle. Les autres formes de violence qu'on rencontre, ça commence par le harcèlement sexuel et ça finit par des viols. Et donc, ce sont essentiellement des femmes qui sont victimes de ces violences. Puis alors, la troisième forme, qui elle aussi nécessite d'être distinguée des métaphores de la violence, c'est le suicide. Puisqu'aujourd'hui, nous avons affaire à des formes psychopathologiques nouvelles, depuis une vingtaine d'années maintenant au maximum. C'est l'apparition des suicides jusque sur les lieux du travail. Et là, la violence, c'est une violence qui est retournée contre soi, mais qui va jusqu'à la mort. Alors, mais ce sont des situations qui sont des situations exceptionnelles. Il y en a en réalité de plus en plus, mais ça n'empêche que ce sont des exceptions. C'est pas tous les jours qu'il y a un suicide, et heureusement. Puis enfin, il y a des formes un peu rituelles de violence, notamment dans les métiers à risque, comme dans le bâtiment et les travaux publics, où il y a des démonstrations de virilité qui font partie des stratégies de défense, de démonstration de la virilité, du courage, de la force physique, de l'endurance à la souffrance. Et bon, le recours à la violence, il est quand même assez, je dirais pas banalisé, mais il fait partie de certains, une violence qui est presque traditionnelle, on pourrait dire.
là où encore il y a et là ce sera le dernier point sur la violence, la dernière occurrence de la violence, c'est justement dans des situations de travail où quand toutes les ressources de la discussion, de la recherche du compromis ont été épuisées, que maintenant les gens campent sur des positions de plus en plus dures les uns contre les autres, se forment dans certains cas ce qu'on appelle des idéologies défensives de métier. Et là, ce sont des formes de cohésion de groupe contre l'ennemi commun. Et là, quand on arrive à ces situations de crise, on ne peut plus discuter du tout. C'est donc l'échec total de la parole et donc la mise en impasse du fonctionnement psychique de tout le monde, qu'après il ne reste plus qu'une seule issue finalement à la colère, à la haine qui se développe entre les gens pour des raisons de travail et qui vont conduire à des violences. J'ai vu, je suis intervenu dans des situations comme ça, où c'est absolument terrifiant, mais ça reste encore une fois tout à fait exceptionnel. Dans la majorité des situations de travail, il n'y a pas de violence. On est en deçà de la violence. Alors c'est pas parce qu'on est en deçà de la violence que tout est bien. C'est pas du tout ça. Et donc, il y a effectivement, en dépit de l'absence de violence, ce qui est toujours au rendez-vous du travail, c'est la souffrance. Voilà. Ça, c'est inévitable. Pour un certain nombre de raisons, la souffrance est toujours dans tout travail, même dans les situations les plus sophistiquées de travail, les plus raffinées, les plus enviées, il y a de la souffrance. On ne peut pas devenir un cadre de très haut niveau sans avoir à souffrir. On ne peut pas devenir même patron d'entreprise sans souffrir, c'est pas vrai. On ne peut pas devenir psychanalyste sans souffrir. Il y a de la souffrance dans le travail, indiscutablement. La souffrance, elle est toujours au rendez-vous du travail, parce que le travail implique, pour chacun d'entre nous, d'être confronté à l'échec. Ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche, ou ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Vous conduisez votre centrale nucléaire, et puis elle vous échappe, elle dérive, et là, c'est terrible. Vous êtes en train de soigner un malade en réanimation, vous faites une injection, et elle a l'effet inverse, elle déclenche un choc anaphylactique, votre malade, et vous l'avez tué au lieu de le soigner. Tout ça, c'est des sources de souffrance terribles. Et dans le travail psychanalytique, par exemple, puisque c'est celui qu'on connaît le mieux, la résistance de l'inconscient, la résistance de la pathologie, la résistance des symptômes, c'est quand même notre travail tout le temps, et ça ne marche pas. Donc travailler, ça veut dire d'abord souffrir. En revanche, ce qui n'est pas joué dans le travail, c'est le destin de cette souffrance. Dans certains cas, cette souffrance va conduire au pire, et aujourd'hui le pire, c'est le suicide, jusque sur les lieux de travail, mais dans certains cas, cette souffrance peut être transformée en plaisir. Donc, et là, en plaisir, et apporter des bénéfices considérables, de telle sorte que après avoir travaillé, j'ai été obligé de développer en moi de nouvelles formes d'habileté et finalement d'accroître mon intelligence, de telle sorte qu'après le travail, je suis plus intelligent qu'avant. Et donc, il y a dans le travail une promesse d'accomplissement de soi. Il est certain que plus on travaille, plus on devient habile, plus on devient intelligent. Et c'est vrai que les retours en termes de gratification et d'amour de soi peuvent être énormes. Et c'est donc l'apanage évidemment de l'artiste, mais l'artiste souffre. Le pianiste, il va falloir qu'il travaille des heures et des heures tous les jours. Le danseur, donc le plaisir, il arrive, mais pas sans la souffrance. Alors, la transformation de cette souffrance en plaisir, elle ne dépend pas que du talent individuel. Évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous, mais ça dépend d'un élément décisif là-dedans, c'est l'organisation du travail. C'est pourquoi, en psychanalyse, si on sait écouter les patients, on va rencontrer la question du conflit inévitable qu'il y a entre le patient qu'on a, le sujet, qui engage sa subjectivité dans le rapport au travail. On va rencontrer la question de l'organisation du travail. Si le patient est capable d'analyser l'organisation du travail, non pas telle qu'elle est donnée par les organigrammes ou telle qu'elle est officiellement, c'est-à-dire ce qu'elle devrait être, mais telle qu'elle se présente effectivement dans l'expérience vécue, à partir de l'expérience vécue du travail, alors se révèlent de l'organisation du travail des éléments qu'on ne peut pas connaître si on ne passe pas par l'analyse, et la réappropriation de cette expérience de l'organisation du travail sous la forme d'une symbolisation,
d'une élaboration, voire d'une perlaboration, pour utiliser le terme de Freud, la Durcharbeitung, alors il y a une possibilité de la jouer de façon plus habile et finalement de s'émanciper des effets délétères que ces contraintes de l'organisation du travail peuvent avoir sur la subjectivité pour reconquérir le chemin du plaisir au travail.